Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, on va découvrir des galaxies immenses, de véritables monstres rouges découverts par James Webb et qui interrogent notre compréhension de l'univers primordial. On parlera ensuite d'un étonnant appel à la collaboration entre la Chine et les États-Unis, des difficultés de la FAA pour monter en cadence et d'un espoir de plus en plus palpable pour l'industrie spatiale européenne. Oh et bien sûr, on va vous donner les détails pour le vol du Starship prévu ce soir. Allez, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Avant de plonger dans notre programme du jour, un petit mot sur notre sponsor, MyHeritage. MyHeritage est la plateforme numéro 1 pour découvrir l'histoire de votre famille. Ce n'est pas la première fois que je travaille avec eux et à chaque fois j'ai de nouvelles découvertes et de nouvelles correspondances. L'outil est super simple à prendre en main et il ne vous faudra pas plus de quelques minutes avant de remonter de plusieurs générations. Et à l'occasion de se découvrir quelques grands cousins. Avec l'outil Instant Discovery, vous pouvez ajouter des branches entières de votre arbre d'un coup. Personnellement, ça m'a permis de mettre à jour une histoire un peu triste dans la famille. Anne Lisoire, avec un E comme une partie de la famille, était une grande tante de mon grand-père. Elle a eu un unique enfant, Joseph, cousin de mon arrière-grand-père donc. Ce dernier a eu le malheur de naître à la mauvaise époque. Il s'est retrouvé intégré dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale et est mort des suites de ses blessures reçues sur le champ de bataille en Grèce le 4 octobre 1918, à seulement un mois de l'armistice. Une branche de l'arbre familial qui n'a pas fleuri du fait de la folie des hommes. MyHeritage peut vous permettre de mettre à jour tout plein d'histoires de la sorte. Avec une base de données de plus de 20 milliards de documents historiques, vous pouvez identifier des informations insoupçonnées. Dans certains cas, vous pourrez même mettre la main sur des certificats divers ou même des photos que vous pourrez coloriser et animer directement dans la plateforme avec un outil IA dédié. De quoi remuer de vieux souvenirs chez vos grands-parents. Vous pouvez dès à présent profiter d'un essai de 14 jours en passant par le lien qui est en description. Si vous êtes intéressé par votre histoire familiale, c'est l'occasion idéale de vous lancer. Nous, on remercie MyHeritage de sponsoriser cette vidéo et on retourne aux actualités spatiales. James Webb et l'univers primordial, voilà un sujet qui semble ne jamais s'épuiser. Depuis sa mise en service, le télescope géant de la NASA a multiplié les surprises dans ses observations des premiers milliards d'années de l'histoire du cosmos. Il y a découvert des galaxies trop grandes et trop matures et des trous noirs énormes. Si bien qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Il pourrait s'agir d'erreurs de mesure ou d'interprétation. Ces galaxies et trous noirs pourraient ainsi ne pas être si anciens ou si massifs qu'estimés. Cela pourrait également être le signe que ces objets peuvent grossir bien plus vite que ce qu'on attend d'eux. Les modèles de formation et d'évolution des galaxies prédisent qu'il faut plusieurs milliards d'années pour qu'elles puissent atteindre une masse similaire à celle de la Voie lactée. Peut-être que c'est en fait possible, beaucoup plus rapidement, en quelques centaines de millions d'années. Enfin, il y a ceux qui font l'hypothèse que c'est notre compréhension de l'univers primordial tout entier qui est à revoir. Ces conditions pourraient avoir été complètement différentes de ce qu'on modélise, ou bien l'univers pourrait être plus ancien que les 13,8 milliards d'années qu'on lui accorde. Bien que séduisante, cette dernière piste nécessite une remise en question de tout le modèle standard de la cosmologie, ce qui paraît bien compliqué, car celui-ci fonctionne très bien avec d'autres observations astronomiques, très nombreuses. James Webb n'a cependant que faire des dilemmes des astrophysiciens et continue d'apporter des observations étonnantes de l'univers primordial, semaine après semaine. Dernier exemple en date, le télescope a pu découvrir 3 galaxies primordiales énormes, moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Elles ont été surnommées les 3 monstres rouges pour leur taille et leur couleur extrêmement décalée vers le rouge, signe que leur lumière est très ancienne. Toutes 3 sont vieilles d'au moins 12,8 milliards d'années, et pourtant elles semblent déjà comporter autant d'étoiles que la Voie lactée, autour de 100 milliards. Un chiffre qui apparaît bien trop grand. Dans les modèles de formation des galaxies, on trouve des limites sur la quantité d'étoiles qu'il est possible de former en un temps donné. Le gaz libre a besoin de temps pour s'agréger et s'effondrer. Les trous noirs supermassifs ont également tendance à réguler le rythme de formation des étoiles.
La Voie lactée, par exemple, ne produit actuellement que 6 à 7 nouvelles étoiles par an. On comprend donc pourquoi il a fallu bien des milliards d'années pour arriver aux 100 à 400 milliards d'étoiles qu'on lui attribue. Bien sûr, dans l'histoire de l'univers, il y a eu des épisodes plus fertiles que d'autres. Une étude datant de 2012 a mis en lumière un pic de formation d'étoiles il y a 11 milliards d'années. Depuis cette période, le rythme de formation de nouvelles étoiles à travers le cosmos semble ralentir. Nos 3 monstres rouges datent cependant d'une période qui précède ce pic. Leur rythme de formation d'étoiles aurait dû être lent. Et voilà que moins d'1 milliard d'années après le Big Bang, elles semblent au contraire déjà posséder un très grand nombre d'étoiles. Les chercheurs qui ont découvert les 3 monstres rouges pensent que c'est le signe que les galaxies pouvaient former des étoiles bien plus rapidement que précédemment estimé dans l'univers primordial. Il n'y aurait donc pas besoin de remettre l'âge de l'univers en question. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on a discuté d'un trou noir qui a grossi 40 fois plus vite que ce qu'on pensait possible. Les 3 monstres rouges ne sont donc probablement pas seuls dans ce cas. L'étape suivante va consister à continuer les observations. La même équipe souhaite refaire une passe sur ces galaxies avec James Webb, mais cette fois-ci en conjonction avec le réseau de radiotélescopes ALMA. Cela permettra de les caractériser un peu mieux, et peut-être d'ajuster l'estimation de leur masse et de leur quantité d'étoiles. James Webb a maintenant observé un nombre d'exemples assez conséquents de galaxies et de trous noirs très matures dans l'univers primordial. Toutes ces observations vont peut-être finir par déboucher sur une compréhension nouvelle du premier milliard d'années d'existence du cosmos. Peut-être un nouveau chapitre de croissance exceptionnelle qui devra être ajouté dans les fresques chronologiques. Évidemment, il reste aussi possible que ces observations soient le signe d'erreur ou d'un changement de paradigme plus profond. On peut raisonnablement s'attendre à ce que James Webb continue d'apporter des observations de ce type. D'ici une dizaine d'années, si le télescope fonctionne toujours, on devrait alors avoir une bonne idée d'ensemble sur ces populations de super-galaxies et super-trous noirs dans le premier milliard d'années de l'histoire de l'univers. Les actualités de l'industrie spatiale sont pour leur part toujours dominées par le Starship. Un nouvel essai est prévu ce soir à 23h heure française. SpaceX va à nouveau tenter de rattraper son booster géant avec les bras de sa tour de lancement, et il y a pas mal de petites innovations de prévues, notamment l'allumage d'un Raptor en quasi-orbite. On va suivre tout ça en live sur Twitch à partir de 21h30, et on sera accompagné de Greg, un contributeur de la chaîne de Starbase FR. Le lien pour nous rejoindre est en description, je peux vous garantir qu'il y aura du spectacle. Côté chinois, on a vu la semaine dernière un rare appel à la coopération avec les États-Unis. Les 2 plus grandes puissances du globe entretiennent une relation assez paradoxale. Elles sont ouvertement en compétition sur presque tous les sujets, spatial compris, et en même temps leurs économies sont étroitement imbriquées, même si elles ont tendance à prendre de la distance ces dernières années. Du point de vue américain, toute collaboration dans le domaine du spatial est strictement prohibée. Il y a même un texte de loi sur le sujet, l'amendement Wolf. Les équipes de la NASA n'ont pas le droit d'initier le moindre effort de collaboration avec leurs homologues chinois. Dans l'autre sens, c'est peut-être un peu plus détendu, du moins en apparence. La semaine dernière, un officiel chinois a ainsi déclaré que la Chine est prête à collaborer avec tous les pays dans l'espace, y compris les États-Unis. Bon, entre les mots et les actes, il y a souvent une zone grise et il pourrait s'agir de belles paroles en l'air. Il est également possible que la Chine soit plus ouverte à de véritables collaborations que ce qu'on estime en Occident. Je doute toutefois qu'on ait une chance de le vérifier dans les années qui viennent. Les diverses administrations de la NASA ont toutes soutenu l'amendement Wolf, et c'est aussi le cas de Bill Nelson, le patron actuel de l'agence spatiale américaine. Sous les discours de non-collaboration stricte, il y a tout de même parfois quelques échanges, au moins sous la contrainte de situations particulières. C'est par exemple le cas autour de Mars, où les orbiteurs chinois et américains doivent être coordonnés pour éviter tout risque de collision. Cela force les agences, bon gré mal gré, à communiquer sur la position de leurs sondes et les manœuvres qui y sont prévues. Alors, collaboration versus compétition, c'est un peu l'éternel débat qui entoure le spatial. Irait-on plus vite en unissant tous nos efforts, pour aller jusqu'à la Lune et Mars par exemple, ou bien la compétition constitue-t-elle un moteur plus puissant pour forcer les uns et les autres à se dépasser ? Vous avez 3 heures. En attendant une éventuelle détente avec les Américains, la Chine ne ralentit pas sur le développement de son industrie spatiale.
Le gros des capacités chinoises est aujourd'hui entre les mains du gouvernement. Mais la petite révolution entrepreneuriale qui a eu lieu aux États-Unis n'a pas échappé à Pékin. Et depuis quelques années, on voit se développer en Chine un grand nombre de startups dans le domaine du spatial. Ces entreprises ont d'abord évolué un peu à part, presque ignorées par les autorités. Mais peu à peu, la CNSA, l'agence spatiale chinoise, commence à leur accorder des signes de confiance. La CASC, une des grandes entreprises d'État associées au programme spatial chinois, a par exemple commencé à accueillir des startups sur ses installations de test et d'assemblage. L'année dernière, Pékin a classé le spatial commercial en tant que secteur stratégique, ce qui se traduit par des plans d'action pour aider son développement. La prochaine étape en vue est un assouplissement de certaines règles qui vont permettre aux entreprises chinoises d'avoir les mains un peu plus libres. Les satellites d'observation de la Terre pourront être un peu plus capables. Les acteurs privés vont également avoir le droit de produire des satellites de plus de 500 kg, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Les permis accordés pour les lancements privés devraient devenir plus simples, et on parle même de licences pour les vols habités. Il n'est donc pas impossible que d'ici quelques années, il soit possible d'acheter des places sur des vaisseaux chinois pour aller dans l'espace. Accélérer l'obtention des permis de lancement est également une préoccupation américaine. Avec une cadence de tir en augmentation constante, la FAA apparaît en manque d'effectifs et peut connaître des lenteurs. On sait à quel point cela peut en irriter certains. Au cours de l'année fiscale 2024, il y a déjà eu plus de 148 lancements depuis le sol américain. Un chiffre en hausse de 900% par rapport à il y a 10 ans. SpaceX est le principal facteur, mais d'autres entreprises commencent également à faire monter les chiffres, et de nouveaux entrants tentent leur chance régulièrement. La FAA estime ainsi qu'il y aura autour de 300 lancements sur le sol américain chaque année à partir de 2028. En conséquence, l'agence souhaite optimiser le processus qu'elle utilise pour accorder des licences de vol. Pour le moment, on en est au stade des consultations, notamment avec des représentants de l'industrie. On imagine facilement que SpaceX aura son mot à dire. L'arrivée de nouveaux acteurs et de nouvelles architectures ne doit bien sûr pas se faire au détriment de la sécurité publique. La FAA est normalement la bonne garantie de cet équilibre. Il va donc falloir qu'elle trouve la balance qui va permettre aux entreprises américaines de ne pas être freinées, tout en évitant un désastre pour cause de négligence. En Europe, on n'a pour le moment pas ce problème d'un rythme de lancement trop rapide. Il s'agit peut-être du seul continent au monde qui tire moins de fusées qu'il y a 10 ans. L'arrivée de la Falcon 9, les incidents de Vega, le retrait de Soyouz en Guyane, la longue gestation d'Ariane 6, ces dernières années ont été très clairement compliquées et on attend avec impatience de voir le bout du tunnel. Cela va commencer avec l'accélération du rythme de lancement d'Ariane 6, le retour en vol de Vega C et les premiers décollages du New Space, que ce soit chez ISAR, RFA, Latitude, PLD, Maya ou les autres. À plus long terme, l'ESA, l'agence spatiale européenne, se pose la question de l'impact du Starship. Faut-il développer une capacité similaire en Europe ? Pour le moment, on en est loin. Aucun étage n'a jamais été réutilisé ou même récupéré. La propulsion au méthane commence tout doucement à émerger, notamment avec Prometheus, et l'Europe n'a jamais mené de retour d'orbite contrôlé. S'il y a un jour un Starship européen, ce ne sera pas avant bien des années. Il est cependant possible de faire un pas dans cette direction. Il y a quelques jours, l'ESA a communiqué les résultats de l'étude Protéine, un effort de recherche lancé en 2022 qui visait à étudier la faisabilité d'un lanceur hyper lourd, de classe 100 tonnes en Europe. 2 contrats ont été décrochés par RFA et Ariane Group, une équipe New Space et une équipe Prime. Les conclusions de Protéine sont que oui, il est possible de développer un lanceur hyper lourd en Europe. Une introduction avant 2030 est même envisageable. Le principal obstacle, c'est la volonté politique. RFA a ainsi proposé un design de 130 à 140 mètres de haut, capable de livrer entre 100 tonnes et 115 tonnes en orbite basse. Il serait motorisé par Prometheus et Helix, le moteur développé par l'entreprise. Via une réutilisation intensive, jusqu'à 32 vols par véhicule, RFA pense pouvoir atteindre un coût de lancement de 285 € du kilo, en ligne avec ce qu'on attend d'un Starship. Chez Ariane Group, on envisage 2 versions, partiellement et entièrement réutilisables. Elle ferait appel à Suzy, le prototype de vaisseau second étage qui nous a été présenté il y a quelques années. L'ensemble ferait entre 130 et 135 mètres de haut et pourrait lancer jusqu'à 100 tonnes en orbite basse pour 280 € du kilo. En tant que passionné du spatial, on a envie de crier foncez. Mais l'Europe doit faire attention à dimensionner ses capacités spatiales en fonction de l'usage qu'elle en attend.
S'il n'y a pas de déploiement de méga constellations en vue, pas d'efforts lunaires ou martiens poussés, pas d'infrastructures importantes dans l'espace, un développement aussi coûteux ne sert à rien. Le pire serait d'avoir une fusée ultra capable qui ne décolle pas faute de charge utile. Personnellement, je prédis que les Européens attendront de voir les Américains prouver le bon sens économique d'un lanceur super lourd et de ses applications. Ils suivront ensuite sans prendre de risques. Le revers de la médaille, c'est que comme pour Internet ou l'IA, la suprématie américaine sera indétrônable. C'est le prix à payer lorsqu'on a une faible tolérance au risque. Le changement viendra peut-être de prouesses individuelles d'une entreprise qui, comme SpaceX, poussera l'industrie de son continent à s'adapter. Sur ce plan, il y a un candidat de plus en plus crédible, The Exploration Company. L'entreprise franco-allemande est sur tous les fronts. Elle développe un vaisseau cargo dénommé Nyx qui a remporté un appel d'offres de l'ESA. Une version habitable, voire ravitaillable en orbite pourrait en découler pour offrir à l'Europe des capacités nouvelles. Tech, comme on les appelle souvent pour faire court, travaille aussi sur un Raptor européen, dans le cadre d'un contrat avec le CNES. On ne serait donc pas étonné de voir une proposition de lanceur lourd voire super lourd émerger un jour. Pour soutenir ses ambitions, Tech vient d'annoncer la levée de 150 millions d'euros, un chiffre qui aurait sa place dans le New Space américain. L'entreprise franco-allemande va faire un nouvel essai de capsule l'année prochaine avec le prototype Mission Possible. Ils cimenteront une place de plus en plus importante dans le spatial européen. Ils seront alors peut-être les porteurs de cette étincelle qui redonnera son souffle à l'industrie du vieux continent. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernière Nouvelle des Étoiles. Encore une fois, un énorme merci à MyHeritage pour avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez profiter de 14 jours gratuits pour découvrir votre histoire familiale en passant par le lien qui est en description. L'émission, elle, continue en live jeudi à 10h avec Maxime. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.